Bonjour à tous. Alors une première vidéo pour réviser un thème qui est incroyablement important, le thème de la jurisprudence. Alors je l'ai envisagé sous plein d'aspects, sauf la question de la rétroactivité. J'en ai parlé un peu, mais je ne l'ai pas développé. Ça, on le fera ensemble. D'accord? Lors de nos séances ensemble, je redévelopperai le thème de la rétroactivité de la jurisprudence. Ok? Donc c'est pour ça que je l'ai fait ici vite, parce que je le referai plus détaillé en cours. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Pour que vous soyez bien convaincus de l'importance de ce thème avec Monsieur Molfessis, d'abord, il vous l'a dit, hein, il vous a dit, ça peut être un sujet d'examen, ça peut être un sujet d'examen, et c'est pas faux, parce que je vous ai un petit peu répertorié les annales que j'avais, et vous avez quasiment, on va dire, systématiquement l'un des deux sujets, parce que vous en aurez deux, une dissertation, un commentaire d'arrêt, qui porte sur la jurisprudence. Alors c'est souvent la dissertation. Vous avez les rapports de la loi et la jurisprudence en septembre 2007, la jurisprudence en janvier 2010, la Cour de cassation aujourd'hui en janvier 2019, la jurisprudence aujourd'hui en janvier 2024. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui revient de manière récurrente. Et sinon, vous aviez en janvier 2022 un arrêt sur la rétroactivité de la jurisprudence, CIF première, 6 avril 2016, et un autre arrêt sur la rétroactivité de la jurisprudence, CIF première, 11 juin 2009. Bon, c'était un arrêt c'était l'examen de septembre 2010. Alors, ça n'existe plus septembre, hein, mais aujourd'hui, ça s'appellerait juin ou mai, mais voilà, c'était pour dire que c'était les rattrapages. Bref, vous avez compris que c'est un thème qui l'affectionne particulièrement, il ne s'en est pas caché, donc j'ai envie de dire, vous avez plus d'une chance sur deux, on va dire 2 chances sur 3, si ce n'est pas 3 chances sur 4, d'avoir l'un des deux sujets qui porte sur ça. Donc il faut très bien maîtriser, d'accord? Donc je vais vous refaire un grand rappel de cours que vous pouvez ensuite compléter avec ce que votre chargé de TD vous aura dit, avec aussi ce que Monsieur Molfessis aura pu dire. Voilà, l'idée c'est que vous ayez une fiche de cours, mais totalement apprise par cœur sur la jurisprudence, pour que vous en connaissiez tous les aspects pour une disserte ou un commentaire d'arrêt. Alors, on va commencer par l'introduction, et l'introduction, évidemment, ce sera la définition. Si vous avez le mot jurisprudence, il faut évidemment dans l'introduction le définir. Alors, je reprends la définition que vous avez donnée Monsieur Molfessis dans sa fiche, qui est en fait la définition que l'on trouve dans le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, chez PUF. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période. Par exemple, on dirait la jurisprudence du 19e siècle. Soit dans une matière, la jurisprudence en droit de la famille, soit dans une branche du droit, la jurisprudence en droit privé, soit dans l'ensemble du droit. Bon, donc cette définition, vous pouvez la prendre par cœur. Ensuite, on peut donner des définitions un petit peu moins larges. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les juges et pourvues d'une signification normative. Ou, plus précisément, la jurisprudence, c'est l'ensemble des arrêts de principe rendu par la Cour de cassation et éventuellement le Conseil d'État, même si nous, évidemment, on va circonscrire notre sujet à la jurisprudence privée, à la jurisprudence de la Cour de cassation. Bon, voilà, important de connaître des définitions, parce que si vous avez le mot jurisprudence, il faut le définir. Et là, on attendra de vous que vous connaissiez une belle définition. Alors, on va s'intéresser d'abord au pouvoir créateur de la jurisprudence, la normativité de la jurisprudence. La jurisprudence est-elle une source de droit ou est-ce que c'est une simple autorité? C'est quand même très souvent des sujets qui vous sont posés ou posés sous cette forme, sous une forme ou sous une autre. La jurisprudence se contente-t-elle d'appliquer le droit ou peut-elle créer du droit? Alors, on va commencer par les pays de common law. Pourquoi? Parce que si vous avez une dissertation sur la jurisprudence, il est évident que dans l'introduction, vous ferez un petit paragraphe qu'on appelle le droit comparé. Et quel meilleur droit comparé que celui de la common law qui est complètement différent du nôtre. Dans les pays de common law, comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis, comme l'Australie, en fait, il y a peu de droits écrits. C'est un droit qui est totalement différent du nôtre. Peu de droits écrits. Il y en a un peu, mais c'est pas leur tradition. C'est essentiellement pour des questions de procédure ou autre. Bon. Et dans ces cas-là, la jurisprudence crée du droit. Le juge va statuer en equity. C'est-à-dire qu'il doit régler un conflit, par exemple un conflit de propriété, je crois que je vous avais expliqué en cours, vous avez construit et votre garage déborde sur mon terrain, le juge doit trancher. Est-ce qu'il estime que vous devez tout démolir ou est-ce qu'il estime que je dois vous indemniser? Il va statuer en equity. Et ensuite, sa décision
si cette décision est rendue par une haute cour, l'équivalent chez nous de la cour de cassation, dans certains pays ça s'appelle cour suprême ou high court, ça dépend, eh bien cette décision, elle va avoir valeur de précédent. Ça veut dire que la high court doit elle-même reproduire sa décision, elle a le droit d'opérer un revirement, mais il faut qu'elle se justifie. Et surtout, les juridictions inférieures doivent s'appuyer sur cette décision, comme chez nous, elle s'appuierait sur une loi. Donc, dans les pays de common law, le juge crée du droit. Il n'a pas de droit ou peu de droit, il statue en equity et sa décision, quand elle émane d'une haute cour, a valeur de précédent. Donc, dans les pays de common law, la jurisprudence est incontestablement une source de droit. Le juge crée du droit, ils n'ont pas la même conception de la séparation des pouvoirs tout simplement que nous. Alors, on va voir maintenant, chez nous en France. Eh bien, en France, ça a beaucoup évolué. Et c'est important de connaître l'histoire parce que là encore, sur un sujet sur la jurisprudence, il est évident que l'histoire, ça va gonfler votre introduction. N'oubliez pas, quand vous avez une dissertation, vous avez 3 parties. L'intro, le grand 1, le grand 2. Et l'introduction est vraiment une partie à part entière, il ne faut pas qu'elle fasse 10 lignes. Donc si vous avez sur un sujet sur la jurisprudence, il est évident qu'il va falloir remplir des éléments historiques. Et vous commencez par l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, les juges créaient du droit. D'abord, ils n'étaient pas obligés de motiver. Ou plus exactement, ils ont pris l'habitude de cesser de motiver pour éviter le contrôle du roi. Donc pas de motivation. Ce qui pouvait justement, et c'est ce qu'on leur reprocha, avoir un caractère d'arbitraire. Ils pouvaient complètement statuer en équité. Les juges, pas n'importe quel juge, pas les premiers juges, les parlements d'Ancien Régime. Les parlements, c'était l'équivalent des cours d'appel, mais qui avaient aussi une mission de cassation. Donc les parlements d'Ancien Régime pouvaient rendre des arrêts de règlement. C'est-à-dire qu'ils pouvaient reprendre sous forme d'articles leurs propres décisions et leur donner un caractère général et obligatoire, s'imposant aux juges inférieurs. Donc un arrêt de règlement, c'est « moi juge, moi parlement, j'ai par le passé décidé que si une personne construisait sur le terrain d'autrui, il devait démolir, eh bien, cette décision qui concernait M. Durand et M. Dupont, je vais la rédiger sous forme d'un article qui aura une portée générale et obligatoire. » Bref, les juges d'Ancien Régime créaient du droit. Ils se comportaient un peu comme les juges dans les pays de common law. Voilà, donc ça c'est pour leur pouvoir créateur. Statut en équité, ils n'étaient pas obligés de motiver, et surtout ils pouvaient créer du droit par les arrêts de règlement. Et puis ils avaient aussi un autre pouvoir un peu différent, mais celui d'adresser des remontrances. En fait, les parlements d'Ancien Régime enregistraient dans chaque région les décisions du roi, les ordonnances royales, les nouveaux édits royaux. Cet enregistrement, c'était une forme de publication. Recopiage, pour que ça s'applique dans la région de Bordeaux, par exemple. Le Parlement de Bordeaux enregistrait le nouvel édit royal pour qu'il puisse s'appliquer dans la région de Bordeaux. Mais ce n'était pas un enregistrement bête et méchant, systématique, juste du recopiage. Les juges avaient le pouvoir de faire un contrôle de légalité de ce nouveau texte. Ils avaient le pouvoir de vérifier que ce texte était conforme à leurs coutumes locales, à leur jurisprudence locale. Et si ce n'était pas le cas, ils pouvaient adresser des remontrances. Bien sûr, le roi conservait le dernier mot. Et donc tout dépendait de la puissance du souverain. Jamais Louis XIV, monarque absolu, n'a toléré la moindre remontrance et cette pratique finalement est tombée en désuétude à son époque. Parce que quand vous vous êtes fait taper 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous arrêtez les remontrances. Mais face à un souverain plus faible, comme Louis XVI, cette pratique des remontrances a ressurgi et elle s'est multipliée. Et les révolutionnaires ont bien d'ailleurs senti l'intérêt que pouvait avoir ce pouvoir des remontrances. Et avec les juges, les révolutionnaires ont fomenté contre le roi pour arriver justement à la chute du roi, en bloquant systématiquement toute réforme nouvelle, notamment fiscale, qui peut-être, on ne sait pas, on ne réécrira pas l'histoire, mais aurait pu éviter la révolution. En calmant un peu les esprits, si on avait un petit peu imposé les nobles ou imposé le clergé, peut-être que cette idée de nouvelle micro-égalité, bien sûr, il ne s'agissait pas de réformer la société en son ensemble, mais quelques petites réformettes qui peut-être auraient calmé les esprits, ce que ne voulaient pas les révolutionnaires, qui eux ne voulaient pas des réformettes, mais voulaient vraiment renverser la table. Et donc ils ont utilisé les juges et ce pouvoir de remontrance pour bloquer ces réformes.
Et donc les juges d'Ancien Régime ont largement contribué à la chute de la monarchie et à la Révolution. Par ces très grands pouvoirs qu'ils possédaient, trop sans doute, ils ont été les premières victimes de la Révolution. Sous la Révolution, c'est pas juste une méfiance, c'est une haine à l'égard des juges. Les révolutionnaires n'aimaient pas les juges. On avait des formules comme « que Dieu nous préserve de l'équité des parlements ». Je vous avais cité le Chapelier, c'est la plus détestable des institutions. C'est ainsi qu'il nommait la jurisprudence, la plus détestable. Robespierre disait qu'il fallait bannir la jurisprudence de la langue française. Montesquieu, alors qu'il n'est pas un révolutionnaire, je ne l'ai pas forcément bien classé, mais les révolutionnaires se sont inspirés de Montesquieu, avait des mots très durs. Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi. Des êtres inanimés, qui ne peuvent en modérer ni la force ni la rigueur. Ce ne sont que des robots, pas des têtes pensantes. On a effectivement une vision du juge qui est très négative sous la Révolution. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des excès sous l'Ancien Régime. C'était arbitraire, il statuait en équité, donc vraiment, c'était l'arbitraire le plus total. Trop grand pouvoir donné aux juges. Et puis, surtout, par le pouvoir de remontrance qui a bien arrangé les révolutionnaires ont conscience que des juges trop puissants peuvent renverser un régime. Et s'ils ont réussi à renverser une monarchie absolue séculaire, que risqueraient-ils de faire de cette petite révolution toute neuve qui va installer d'abord une monarchie constitutionnelle et puis pourquoi pas une république? Mais des juges trop puissants, ce sont des juges dangereux pour les révolutionnaires. D'où une des premières lois révolutionnaires, la loi des 16-24 août 1790, qui est une des premières lois sur la justice, qui est profondément hostile aux juges. D'abord, dissolution des parlements d'Ancien Régime. On vous remercie pour vos bons et loyaux services, mais on vous demande de partir. Et on vous remplace par des juges élus, et donc plus légitimes. On affirme évidemment dans cette loi la séparation des pouvoirs. C'est le législateur, c'est-à-dire le peuple, qui édicte les normes. Le juge se contente de les appliquer. On va prohiber les arrêts de règlement. Le juge n'a plus le droit de rendre de décisions ayant une portée générale et obligatoire. Le juge statue dans les faits qui lui sont soumis, et c'est tout. On ne veut surtout pas que le juge interprète. Et donc on crée le référé législatif. Si le juge a la moindre question d'interprétation, il sursoit à statuer et il demande au législateur ce qu'il en pense. C'est lui qui a édicté la loi, c'est lui et lui seul qui doit savoir, qui doit pouvoir en exprimer le sens. Robespierre était très hostile au pouvoir d'interprétation parce que pour lui, si une autorité autre que celle de la loi pouvait interpréter la loi, elle élèverait sa volonté au-dessus de celle du législateur. Celui qui interprète, c'est celui qui décide. Il ne faut surtout pas que ce soit le juge, seulement le législateur. Et puis on va imposer aux juges de motiver leurs décisions. C'est fini l'équité, c'est fini l'arbitraire. Ils doivent motiver leurs décisions en s'appuyant sur une loi. Le syllogisme apparaît. Les juges doivent raisonner en 3 temps. La majeure, c'est une loi, et ensuite la mineure, ce sont les faits, et ils en tirent une conclusion. Ils ne peuvent pas statuer en équité. Ils doivent se fonder sur une loi. Et pour être sûr que cette règle soit respectée, on crée en 1790 le tribunal de cassation, qui est l'ancêtre de la Cour de cassation, qui a pour mission de vérifier que chaque juge a bien statué en droit, qui a pour mission de vérifier que chaque juge a bien appliqué chaque condition de la loi, n'en a pas ajouté une, n'en a pas enlevé une. Le tribunal de cassation est là pour assurer la soumission du juge à la loi. D'ailleurs, sur le plafond de la Cour de cassation, de la première chambre civile de la Cour de cassation, il est peint cette expression « lex imperat ». La loi commande. Juge, la loi c'est ton chef. Tu es le serviteur de la loi, tu es au service de la loi. Tu n'es que la bouche qui prononce les paroles de la loi. Voilà donc une vision révolutionnaire du juge qui est totalement, frontalement opposée à celle qui avait cours sous l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, grand pouvoir, créateur. Sous la Révolution, ils sont au service de la loi. Voyons le Code civil. Le Code civil, vous le savez, c'est un code de transaction, c'est un code de compromis. Portalis, justement, traduit ce compromis. Il n'était pas
pour que l'on reste sous une monarchie absolue, mais il n'était pas non plus pour l'abolition de la monarchie, il était pour une monarchie constitutionnelle. C'est un modéré. Il estime qu'il y avait du bon dans le droit ancien, et qu'il faut garder certaines habitudes qui étaient bonnes, mais il estime aussi qu'il y a du bon dans le droit nouveau, et c'est en cela que le Code civil est un code de compromis. On y trouve du droit écrit, qu'on a appliqué sous l'Ancien Régime, on y trouve certaines coutumes d'Ancien Régime, on y trouve du droit révolutionnaire, et on y trouve un droit aussi complètement nouveau, comme par exemple en matière de divorce. Compromis. Eh bien, ce compromis se retrouve sur la jurisprudence. Il n'est pas du tout hostile à la jurisprudence. Au contraire, dans son discours préliminaire, il dit qu'il faut qu'il y en ait une. Il y a une science pour le législateur, il y a une science pour les magistrats. Ce sont les mots de Portalis. Portalis nous le dit, l'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans les détails qui peuvent naître sur chaque matière. La loi doit être générale et abstraite. Et surtout, il dit, on ne peut pas tout prévoir. Donc il a conscience que la loi sera générale et abstraite, qu'elle aura besoin d'être mise en œuvre. Il a conscience que la loi ne peut pas tout prévoir, que la loi est forcément lacunaire, insuffisante. Et donc ça appelle une étroite collaboration avec le juge pour pouvoir faire une loi telle que la pense Portalis, une loi générale et abstraite. On a besoin que le juge soit complémentaire. On a besoin que le juge soit un collaborateur et pas simplement le serviteur de la loi. Donc il a une vision de la jurisprudence qui n'est pas du tout celle des révolutionnaires. Mais il ne revient pas non plus, évidemment, à la situation ancienne. Et donc, dans le Code civil, il va glisser une série d'articles qui peuvent sembler contradictoires. D'abord, il va glisser l'article 5 du Code civil, qui consacre la prohibition des arrêts de règlement, que l'on trouve dans la loi de 1790. Les juges n'ont pas le droit de se prononcer par voie générale. Pas de généralité, pas de règle de droit, parce que vous le savez, une règle de droit se caractérise par son abstraction et sa généralité. Si le juge ne peut pas se prononcer de manière générale, il ne peut pas créer du droit. Il applique effectivement la loi dans une situation particulière. Et la décision du juge n'a pas d'effet réglementaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'effet obligatoire au-delà des justiciables. Elle n'a pas d'effet obligatoire pour les autres juges. Elle n'a même pas d'effet obligatoire pour la Cour de cassation qui peut changer d'avis. Oui, mais c'est ça, une règle de droit. L'idée qu'il y ait un caractère général et abstrait, que n'a pas la jurisprudence en vertu de l'article 5, pas d'arrêt de règlement, et pas de caractère réglementaire. Donc les autres juges ne sont pas obligés de suivre, et la Cour de cassation elle-même n'est pas obligée de suivre, donc pas de permanence, pas de caractère général, pas de caractère obligatoire, pas de caractère permanent. Article 5, la jurisprudence n'est pas une source de droit. Et on y ajoute l'article 1355. L'article 1355 pose le principe de l'autorité relative de la chose jugée. Ça veut dire que ce qui a été jugé par le juge a une autorité relative, et pas une autorité générale. Ce qui a été jugé ne vaut qu'entre les parties. Si un juge a rendu une décision concernant le divorce de M. Martin et de Mme Martin, cela ne vaut que pour le divorce de M. Martin et Mme Martin. C'est-à-dire que même si M. et Mme Dupont ont la même histoire, ils ne peuvent pas se prévaloir du jugement de M. et Mme Martin. La décision de M. et Mme Martin ne vaut que pour M. et Mme Martin. Pas de caractère général. Donc ces deux articles du Code civil traduisent la vision révolutionnaire d'un juge qui n'est pas normatif, d'un juge qui ne crée pas de droit. Et Portalis a mis ces deux articles dans son titre préliminaire. Et nous les avons encore dans le Code civil. Ce sont donc des articles, vraiment, qui assurent la séparation des pouvoirs. Le juge se contente d'appliquer la loi dans des cas particuliers. Mais Portalis, avec toute sa subtilité, a mis un autre article. L'article 4 du Code civil. Même si la loi est obscure, même si la loi est insuffisante, même si la loi est lacunaire, le juge doit statuer. Sinon, il se rend coupable de déni de justice. Ça veut dire que, évidemment, si la loi est claire, le juge l'applique, ça ne pose aucune difficulté. Mais même si la loi n'est pas claire, le juge a l'obligation de rendre un jugement. Il ne peut pas refuser de statuer sous prétexte qu'il n'y a pas de loi sur la question, sous prétexte qu'elle est insuffisante ou pas claire. Et c'est cet article 4 qui va permettre au juge de développer ses pouvoirs. Portalis le savait. Les révolutionnaires ne se sont pas inquiétés parce que cet article sonnait plutôt comme une nouvelle obligation avec une sanction. Tu dois statuer, sinon tu seras puni de déni de justice. Donc c'était présenté comme une
nouvelle obligation, avec en plus le fait qu'il existait toujours le référé législatif, de sorte que si le juge ne comprend pas, évidemment qu'il statue. Mais il commence d'abord par demander au législateur son interprétation. Donc évidemment, les révolutionnaires n'ont pas craint le pouvoir créateur en application de l'article 4, mais Portalis savait que l'article 4 ouvrirait la voie à une véritable jurisprudence. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. La jurisprudence à l'époque contemporaine, eh bien sous l'influence évidemment, enfin pas sous l'influence, du fait de cet article 4, la jurisprudence évidemment a pu se développer. Portalis le savait, de toute façon il l'a annoncé dans son discours préliminaire. À plusieurs reprises, il dit qu'il faut que la jurisprudence remédie au silence de la loi. S'il n'y a pas de loi précise, eh bien, une suite ininterrompue de décisions pourra s'appliquer. Donc, il l'a dit, il ne l'a pas caché. Il a très bien dit dans son discours préliminaire que l'article 4 permettrait au juge de développer son pouvoir en l'absence de loi. Bon. Alors, dans un premier temps, le juge s'est vu reconnaître officiellement un pouvoir interprétatif qu'il n'avait pas du fait du référé législatif. Sauf que déjà en 1804, quand le Code civil est entré en vigueur, le référé législatif était moribond. Il ne fonctionne pas. Parce que c'est long pour tout le monde. Le juge doit interrompre son jugement, et ensuite interrompre le législateur, qui peut-être a voté la loi il y a 10 ans, et qui ne sait pas plus que le juge ce qu'il faut en penser. Donc le référé législatif n'a jamais vraiment fonctionné, il était déjà moribond en 1804, ce qui fait que l'article 4 a vraiment offert, mais on va dire de manière un peu implicite, au juge son pouvoir interprétatif, mais c'est vraiment quasiment officiel en 1837. En 1837, on supprime le référé législatif. Et là, le juge n'a plus le choix. Si la loi est obscure, insuffisante ou lacunaire, en vertu de l'article 4, il est obligé de l'appliquer et donc de l'interpréter. Donc la suppression du référé législatif conduit forcément le juge à interpréter. Et il va le faire. Évidemment qu'il va se voir reconnaître ce pouvoir interprétatif au point qu'en 1991, on crée, c'est la loi du 15 mai 1991, crée l'avis judiciaire qui consacre, mais ce qui était déjà, le rôle interprétatif de la Cour de cassation. C'est-à-dire que la Cour de cassation peut être sollicitée pour avis par les juges du fond. S'ils ont une question, ils ne savent pas trop comment interpréter un texte, ils peuvent demander à la Cour de cassation son avis. C'est donc bien qu'elle est le chef de l'interprétation. Même si on n'avait pas besoin de cette loi de 91, on le sait. La Cour de cassation étant au sommet de la hiérarchie judiciaire et la Cour de cassation pouvant casser les décisions qui ne suivent pas son interprétation, on sait très bien que c'est son interprétation à elle qui prévaut. Elle est le chef de l'interprétation. C'est elle qui décide de comment est interprétée et donc comment est appliquée une loi. Ce pouvoir interprétatif va évoluer jusqu'à créer un rôle normatif. Parce qu'interpréter, c'est créer. Robespierre le savait puisqu'il voulait surtout pas que le juge interprète, parce qu'il avait peur de ce pouvoir créateur. Dans toute interprétation, il y a une forme de création. Alors ensuite, ça dépend comment on interprète. Au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, à l'époque où la loi est encore sacrée, sacralisée, parfaite, l'interprétation se veut mesurée. On parle d'une interprétation exégétique, qui suit la lettre du texte, qui cherche la volonté du législateur. Donc dans cet esprit-là, le juge reste vraiment au service de la loi. Il est effectivement la bouche de la loi, dans le sens où il recherche vraiment ce qu'a voulu dire le législateur pour ne pas trahir sa pensée. Donc, à cette époque-là, l'interprétation n'est pas normative. Le juge se demande vraiment ce qu'a voulu dire le législateur. Il est respectueux de sa volonté. Mais à partir de la fin du XIXe siècle, des auteurs comme Josserand, comme Saleil, comme Génie vont commencer à souligner que le code vieillit. Ça ne sert peut-être plus à rien de rechercher ce qu'a voulu dire le législateur en 1804 quand on est en 1870, qu'il y a eu une révolution industrielle qui a profondément changé la société française. Nous ne sommes plus dans une société rurale. Aujourd'hui, il y a de l'exode rural, la vie est citadine, on est dans une société industrielle et plus agricole. La société a changé. Ça ne sert plus à rien de se demander quelle est la volonté du législateur. Le code est trop vieux. Et donc se développe une méthode beaucoup plus libre dans l'interprétation. Et cette interprétation plus libre va se transformer en création. Par exemple, la Chambre des requêtes, le 15 juin 1892, a rendu l'arrêt Boudier,
où la Cour de cassation invente l'enrichissement injustifié. Elle invente l'enrichissement injustifié. Ce n'est plus de l'interprétation, c'est de la création. Dans 2 arrêts, Sive, 16 juin 1896, l'arrêt Teufen, et un autre arrêt, Gendeur, Chambre réunie, 13 février 1930. Ils disent, on va dire, à peu près la même chose, mais l'arrêt Gendeur, c'est l'arrêt de principe parce que Chambre est réunie. La Cour de cassation interprète de manière complètement libre l'article 1242 alinéa 1. On est responsable des choses que l'on a sous sa garde. Ce texte, tout le monde le savait, était un texte d'annonce, un chapeau, qui introduisait les responsabilités spéciales du fait des choses. On est responsable des choses que l'on a sous sa garde, 2 points. On est responsable des dommages causés par ces animaux. On est responsable des dommages causés par ces bâtiments en ruine. L'article 1242 alinéa 1 n'était qu'une annonce. Oui, mais après la révolution industrielle, il y a tellement de choses dangereuses qui se sont développées qu'il n'y a pas que les animaux et les bâtiments en ruine. Et donc le code n'est pas assez protecteur. Et là, tout en sachant que ce n'était pas la volonté du législateur, la Cour de cassation, dans cet arrêt Teufen et dans cet arrêt Gendeur, dit, écoutez, ce texte désormais, 1242 alinéa 1, il met en place une responsabilité générale du fait des choses. Et là, on n'est plus du tout dans l'interprétation exégétique parce qu'on sait très bien que ce n'était pas ce que voulait le législateur. Mais on a un nouveau besoin social. Et donc on interprète librement pour faire face à ces nouveaux besoins de la société française. Le juge a créé, ni plus ni moins par son pouvoir d'interprétation, une responsabilité générale du fait des choses. Et puis on a vu l'arrêt Clément Bayard, l'affaire du ballon dirigeable, Chamberet des requêtes 3 août 1915, le Code civil de 1804 écrit que le droit de propriété, c'est le droit le plus absolu. Le Code civil est là pour protéger les petits propriétaires. Le propriétaire fait ce qu'il veut chez lui. Et là, on a quelqu'un qui fait ce qu'il veut chez lui. Il a construit une palissade. Et la Cour de cassation dit oui, mais enfin, oui, le droit de propriété est absolu, mais quand même, il ne faudrait pas qu'il y ait abus. Elle invente l'abus de droit. Tout en sachant très bien que c'est contraire à la philosophie de 1804. Mais on est dans une perspective plus sociale. En 1915, les choses ont évolué. Il y a le propriétaire, c'est sûr, mais il y a les gens autour. Changement de philosophie, changement d'interprétation, création de l'abus de droit. Donc, sous couvert d'interprétation, par cette interprétation beaucoup plus libre, le juge se met à créer du droit. Il va rendre ce que l'on appelle des arrêts de principe. Clément Bayard, Boudier, Teufen, Gendeur, ce sont des arrêts de principe. C'est-à-dire des arrêts qui créent un nouveau principe, l'abus de droit, l'enrichissement injustifié, la responsabilité du fait des choses. Et ces arrêts de principe, ce sont des sources de droit. Parce qu'ils sont formulés de manière générale et abstraite. La Cour de cassation, dans ses attendus, alors à l'époque ils étaient très très courts, retenait des formules attendues que le gardien d'une chose est responsable des dommages que sa chose cause à autrui. Voilà, il utilise des formules qui sont générales et abstraites qu'il pourra reproduire. La Cour de cassation, en fait, fait des copier-coller de ces formules. Dans l'arrêt Clément Bayard, attendu que le propriétaire qui utilise sa chose sans utilité, dans le but de nuire à autrui, et qui cause un préjudice, voilà, elle utilise des formules, elle ne dit pas « Coquerel a utilisé », non, elle utilise des formules dans sa motivation, dans ses motifs, générales et abstraites, de manière à pouvoir en faire des copier-coller. Donc on a la généralité et l'abstraction. C'est-à-dire que la formulation est générale et abstraite, de manière à pouvoir être reproduite. On a cette généralité et cette abstraction dans les arrêts de principe. Et puis en plus, alors ça c'est beaucoup plus récent, c'est vraiment au XXIe siècle, le législateur a créé ce qu'on appelle les actions de groupe, notamment pour les consommateurs. Et notamment, par exemple, pour les clauses abusives. C'est-à-dire que quand un juge estime qu'une clause est abusive dans, par exemple, le contrat EDF, elle ne sera pas abusive que dans le contrat de celui qui a saisi le juge. La décision aura un effet général. Donc là, on est complètement dans l'arrêt, presque, de règlement. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui agit, une association de consommateurs, l'association UFC Que Choisir, qui dit « Dis donc, moi j'ai l'impression quand même que dans le contrat EDF, il y a une clause abusive. » Ok ? Eh bien, la décision du juge, elle aura des effets sur tous les contrats EDF. D'accord ? Donc, il y a une portée générale. Donc, on a vraiment une généralité, une abstraction. Après, il reste
Le caractère permanent et obligatoire. Pour qu'une règle soit une règle de droit, il faut généralité, abstraction, ça c'est bon, mais il faut aussi de la permanence et du caractère obligatoire. Alors, le caractère obligatoire, on l'a. Pourquoi? Parce que ce que la Cour de cassation juge, les juges du fond le jugeront aussi. Ils ne sont pas obligés, comme dans les pays anglo-saxons, mais ils le font à 99% des cas, sinon ils sont cassés. Et puis surtout, si c'est l'Assemblée plénière, vous savez que si c'est l'Assemblée plénière qui adopte une solution, le juge du fond est obligé de suivre. Il n'a pas le droit de résister. Donc quelque part, il y a une imitation, on parle de loi d'imitation. Les juges du fond imitent ce que dit la Cour de cassation. Il y a un caractère obligatoire, sinon ils sont cassés. Ensuite, pour la permanence, ce que dit la Cour de cassation, elle le redit. Ce qu'a jugé la Cour de cassation, elle le rejugera. Elle n'est pas obligée, elle peut adopter un revirement, mais les revirements sont rares. Généralement, la Cour de cassation répète. Clément Bayard, elle le répète depuis 1915. L'arrêt Teufen, elle le répète depuis 1896. L'enrichissement injustifié, elle le rappelle depuis l'arrêt Boudier. Ça n'a pas varié. Il y a une forme de permanence, c'est ce qu'on appelle la loi de continuité. Bref, les arrêts de principe de la Cour de cassation sont formulés de manière générale et abstraite, sont respectés par les juges du fond, ils ont un caractère quasi obligatoire, et sont répétés par la Cour de cassation, ce qui leur donne une certaine permanence. On a tous les critères pour que la jurisprudence soit une source de droit. D'ailleurs, on vous demandera d'apprendre par cœur les arrêts de principe. Bon. Mais d'ailleurs, ce caractère normatif est tel que les grands arrêts sont publiés. Alors, pas seulement les grands arrêts. Aujourd'hui, on publie tout. Mais la jurisprudence a fait en sorte que on sache exactement quels sont les arrêts importants, avec son système d'annotation. Ces lettres, P, B, etc. Plus vous avez de lettres, l'arrêt est publié au bulletin de la Cour de cassation, l'arrêt est publié sur le site de la Cour de cassation, l'arrêt est publié au rapport annuel de la Cour de cassation. Plus un arrêt fait l'objet de publication, plus il est mis en lumière, plus c'est qu'il est important et qu'il a vocation à être connu de tous. La publication démontre le caractère général de l'arrêt de principe. Pourquoi aurait-on besoin de publier les arrêts s'il n'y avait pas ce caractère général, si on était vraiment dans la relativité? On se contenterait d'envoyer le jugement ou l'arrêt aux personnes qui sont devant le juge si elles étaient vraiment les seules concernées. Le fait que l'on publie les décisions de justice montre bien que tout le monde doit les connaître. Pourquoi? Parce que tout le monde doit la respecter. Pourquoi? Parce qu'il y a une portée générale. Donc la publication est à la fois une conséquence de la portée générale, mais aussi un renforcement de cette portée générale. Parce que c'est publié, ça montre que c'est général, et parce que c'est général, c'est publié. Donc ça va dans les deux sens. Mais le renforcement de la publication montre bien la normativité de la jurisprudence. Et enfin, on peut s'appuyer sur la nouvelle rédaction de la Cour de cassation. Avant, la Cour de cassation, elle rédigeait ses arrêts de manière très elliptique, très rapide, très lapidaire. Des motifs pas développés, sans aucune explication. Une formule pas forcément facile à comprendre, un style indirect avec attendu que, pas de phrase. On lui a reproché son trop grand élitisme, on lui a reproché son absence d'intelligibilité. Et du coup, la Cour de cassation, désormais, rédige différemment. Elle découpe. Fait et procédure. Énoncé du moyen. Réponse de la Cour pour qu'on sache exactement où sont les motifs de la Cour de cassation, qu'on puisse les identifier. Elle fait des phrases. Elle numérote ses paragraphes, elle fait un effort de clarté et surtout, elle développe sa motivation pour expliquer. Elle ne se contente pas de balancer son principe, elle explique en citant parfois même la jurisprudence de la Cour européenne ou sa propre jurisprudence. Pour que l'on comprenne, elle fait presque un commentaire de ses propres décisions. En fait, elle reproduit exactement le plan des jurisprudences anglo-saxonnes. Pourquoi ? Parce que les jurisprudences anglo-saxonnes sont normatives et que la Cour de cassation prétend à cette normativité. Donc elle adopte un schéma qui est celui des jurisprudences normatives. Et l'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit intelligible? Parce qu'on veut que tout le monde comprenne. Et pourquoi on veut que tout le monde comprenne? Parce que ça s'applique à tous. Donc, par cette nouvelle publication et par ce renforcement de la publication et par cette nouvelle rédaction, eh bien, cela renforce encore la normativité des arrêts de principe. Et ça fait surtout de la Cour de cassation, de la jurisprudence, une bonne source de droit, accessible et intelligible, parce que c'était son reproche. On pouvait lui dire, ah non, attends, tu pourras jamais être une source
de droit. T'es pas écrite. Oui, bah si, maintenant je suis toujours publiée. Ouais, tu pourras pas être une bonne source de droit. On comprend rien. J'ai fait un effort de rédaction. Donc en fait, la Cour de cassation, pour prétendre être une source de droit, elle a écouté les reproches qu'on lui a faits pour plus d'accessibilité et plus d'intelligibilité. Et aujourd'hui, elle est reconnue en tant que source de droit. Alors il reste encore quelques auteurs qui disent « Mais non, la jurisprudence n'est pas une source de droit. Elle est fragile, elle n'est là que parce que le législateur accepte, mais il suffit que le législateur intervienne pour la briser. Elle est fragile. » Ok, mais l'immense majorité de la doctrine aujourd'hui, et monsieur Molfessis en premier chef, considère que la jurisprudence est normative. Le Conseil constitutionnel lui-même, un jour, dans une QPC du 6 octobre 2016, s'est posé la question de savoir s'il pouvait contrôler la constitutionnalité non pas d'une loi, mais d'une jurisprudence interprétant la loi. Et le Conseil constitutionnel a dit « Si c'est une jurisprudence constante, c'est comme une loi, donc je vais la contrôler. » Parce que ce qui compte, c'est pas tellement la loi en elle-même, c'est la manière dont elle est appliquée. Donc je vais vérifier si cette jurisprudence constante est conforme à la Constitution. Vous vous rendez compte ? C'est bien que pour le Conseil constitutionnel, la jurisprudence est incontestablement une source de droit, puisqu'il la contrôle. La Cour européenne des droits de l'homme. Alors la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne fait pas du tout la différence entre une loi et une jurisprudence. C'est-à-dire qu'elle ne va pas nous dire « Oh, ce n'est qu'une jurisprudence, je ne vous condamne pas ». Non. Pour elle, c'est, par exemple, pour la question de la transidentité, au départ, c'était la jurisprudence française, une jurisprudence de 1990 qui refusait le changement de sexe des personnes transgenres. On a été condamnés par la Cour européenne, elle ne nous a pas dit « Bon, ce n'est qu'une jurisprudence, donc non ». Pour elle, si la jurisprudence, c'est le droit français, la jurisprudence est du droit. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, qui est sur un modèle très anglo-saxon, pour elle, évidemment que la jurisprudence est source de droit. Et enfin, la Cour de cassation elle-même, maintenant, elle parle de sa normativité. Vous vous souvenez, l'arrêt que vous aviez dans votre fiche Assemblée plénière 2 avril 2021, celui où l'employeur, il se prend un double revirement de jurisprudence sur la tête. Un sur le préjudice d'angoisse et un sur la possibilité de former un pourvoi en cassation après, alors que la Cour d'appel de renvoi s'est inclinée. Et dans cet arrêt, la Cour de cassation dit « Oui, mais s'il y a un changement de norme, alors on peut former un nouveau pourvoi. » Et le changement de norme en question, c'était un revirement de jurisprudence. Donc elle considère que la jurisprudence est une norme et qu'un revirement de jurisprudence est un changement de norme. Elle parle d'elle comme d'une norme. Et d'ailleurs, dans son rapport annuel, elle parle de son rôle normatif. Donc elle est complètement décomplexée. Complètement décomplexée. Maintenant qu'on a dit que la jurisprudence était source de droit, on va s'intéresser à ses avantages et ses inconvénients. Parce que suffit pas d'être une source de droit. Faut être aussi une bonne source de droit. Source de sécurité, source de prévisibilité. C'est ça qui est important. Suffit pas juste de dire je crée du droit. Oui, mais est-ce que tu le crées bien ou est-ce que c'est dangereux, fragile, précaire ? Alors, on va s'intéresser aux différents problèmes de la Cour de cassation, de la jurisprudence, et on va voir qu'ils sont tous plus ou moins réglés. D'abord, le problème de légitimité. Ça, c'est un vrai problème. Les juges ne sont pas élus. Ils ne représentent pas le peuple. Ils sont formés à l'École nationale de la magistrature, ils ont réussi un concours, mais ils ne sont pas élus. Donc, ils n'ont aucune légitimité populaire. Donc, s'ils créent du droit, c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs, puisque, normalement, la loi doit émaner du peuple. Article 6 de la DDHC. C'est la loi qui est l'expression de la volonté populaire puisqu'elle émane de nos élus. Bon. Donc il y aurait un vrai problème de légitimité dans la jurisprudence maintenant. Si nos juges ne sont pas élus, ils sont compétents et expérimentés. Et parfois la compétence et l'expérience vaut mieux que la légitimité populaire. Donc de ce point de vue-là, les juges ont gagné leur part de légitimité par leurs compétences. Ils ont réussi un concours extrêmement difficile, ils sont très bien formés, donc ils ont la compétence, si ce n'est la légitimité. Et en outre, aujourd'hui, dans la Constitution française, le pouvoir exécutif, qui n'est pas élu, peut créer du droit. Article 37 de la Constitution. C'est les règlements autonomes, article 38 de la Constitution. Et puis on l'a vu. Dans le processus législatif, à l'origine, soit il y a une proposition de loi qui émane d'un parlementaire, soit il y a un projet de loi qui émane du gouvernement. Et la plupart des lois proviennent de projets de loi, c'est-à-dire de bureaucrates qui n'ont pas du tout, forcément, qui viennent pas du tout du peuple et qui ont élaboré
le projet. Donc en fait, une grosse partie de notre droit n'émane pas du tout d'élus. Donc on ne peut pas faire le reproche à la Cour de cassation et aux juges, à la jurisprudence en général, de ne pas être légitime parce qu'elle n'est pas élue. Une grosse partie de notre droit ne provient pas d'élus. Donc ce problème de légitimité, aujourd'hui, n'en est plus un. Il est remplacé par un vrai avantage en matière de compétences, ce qui n'est pas toujours le cas de nos élus, qui, loin s'en faut, ne sont pas toujours très compétents, notamment pour rédiger des lois. Donc ce problème, cette bataille de légitimité, elle a été gagnée par la jurisprudence aujourd'hui, notamment face au déclin du législateur. Alors, un problème formel, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a reproché à la jurisprudence pendant très longtemps, en lui disant « mais tu n'es pas écrite, tu as des problèmes d'accessibilité et d'intelligibilité ». La loi, elle est écrite en France et souvent codifiée, c'est notre marque, c'est notre modèle. La loi est générale et abstraite. Elle est accessible parce qu'elle est publiée, qu'elle est codifiée. Elle est intelligible. On peut la connaître à l'avance. Elle est source de prévisibilité et donc de sécurité juridique. On sait que si on fait ça, on ne sera pas condamné. Si on fait ça, on le sera. Alors qu'à l'inverse, la jurisprudence n'est pas écrite. On ne peut pas la connaître à l'avance. Elle intervient en aval une fois que le juge a tranché le litige. Et donc on sait après si ce qu'on a fait était bien ou mal. Donc il y a un vrai problème de prévisibilité. En outre, elle est peu accessible puisqu'on ne l'a pas dans un code. On ne l'a pas par écrit. Et surtout, elle était très peu intelligible. Personne ne pouvait comprendre un arrêt de la Cour de cassation. Quand vous avez lu vos premiers arrêts, vous ne compreniez pas. Il a fallu des explications. Donc la jurisprudence, elle pêchait de ce point de vue-là. Problème d'accessibilité et d'intelligibilité. Là où, au contraire, la loi, c'est vraiment le modèle français, un modèle écrit, bien rédigé, des lois générales, abstraites, codifiées. Vraiment, dans notre système traditionnel, évidemment, la jurisprudence ne peut pas rivaliser. C'est une mauvaise source de droit. Oui, mais ça, c'était avant. Il faut le relativiser maintenant parce que la jurisprudence s'améliore. Beaucoup. Les arrêts de principe sont souvent très clairs, très courts. On dirait des articles du Code civil de 1804. Les revirements de jurisprudence sont assez peu fréquents, donc il y a une forme de stabilité, donc il n'y a pas d'imprévisibilité. La jurisprudence répète, enfin Jandeur, Clément Bayard, elle le répète depuis des années. Il n'y a rien d'imprévisible, hein. Je sais qu'il ne faut pas que j'abuse de mon droit de propriété, et je sais que si je cause un dommage avec ma chose, je vais être responsable. Il n'y a rien d'imprévisible là-dedans, hein. La jurisprudence est publiée, on l'a dit, et même il y a un renforcement de cette publication. Donc, elle a gagné en accessibilité. Il y a de très nombreux sites, Légifrance, le site de la Cour de cassation, et puis plein d'autres revues juridiques. On peut trouver facilement tous les arrêts. Et surtout, on l'a dit, la jurisprudence, elle a modifié son style rédactionnel pour plus d'intelligibilité. Aujourd'hui, c'est très facile de comprendre un arrêt. Beaucoup plus qu'une loi, justement, parce que là où la jurisprudence est en train de monter, au niveau de l'accessibilité, de l'intelligibilité, la loi décline. La loi devient imprévisible par son instabilité. Elle change tout le temps. La loi fiscale change, la loi sociale change. On nous dit aujourd'hui qu'il faudrait peut-être que les élèves ils aient cours que jusqu'à 14h ou qu'ils ne commencent pas avant midi. Ok, encore un nouveau rythme alors qu'on vient déjà de changer. Il y a une instabilité de la loi. Une imprévisibilité de la loi. Beaucoup plus que de la jurisprudence. Et puis on l'a vu, hein. La loi décline, elle est de moins en moins générale, elle est de moins en moins abstraite, elle est de plus en plus concrète, elle est de moins en moins bien rédigée, parce que précisément nos élus ne sont pas forcément toujours des juristes, et donc ils n'ont pas cette compétence qu'on les juge. Donc, sur cette bataille de la forme, la loi est en train de décliner, la jurisprudence est en train de monter. Donc, ce qui était un problème pour la jurisprudence, oh là là, elle sera jamais une bonne source de droit. Si, elle fait tous les efforts qu'il faut, là où la loi, au contraire, décline totalement. Voyons la question maintenant du droit transitoire. Ça a été le vrai problème de la jurisprudence pendant très longtemps. C'est qu'il y a un droit transitoire pour la loi. On a l'article 2 qui pose des grandes règles. La loi ne dispose que pour l'avenir. La loi s'applique pour le futur. Elle pose des règles que l'on respecte pour le futur. Elle n'a pas d'effet rétroactif. La loi ne peut pas revenir en arrière. La loi ne peut pas changer les effets passés. La loi ne peut pas changer les contrats passés. C'est la grande sécurité juridique de la loi. Pour être une règle de droit, il faut offrir de la sécurité juridique. La loi offre cette sécurité juridique grâce à l'article 2, grâce à ces règles de droit transitoire. Et c'est là que la jurisprudence, justement, avait le plus gros défaut. C'est que la jurisprudence, par principe, rétroagit. Avec cet arrêt du
9 octobre 2001, je vous ai dit, je referai en cours un cours entier sur justement la rétroactivité. D'accord? Là, je l'évoque rapidement. Donc la jurisprudence est rétroactive. Pourquoi? Parce que le juge ne juge que le passé. Toujours. Donc forcément, la décision du juge, elle va s'appliquer à des faits passés. Donc la jurisprudence est rétroactive. Et ce qui est notamment choquant, c'est quand il y a un revirement de jurisprudence, qu'on l'applique pour le passé. C'est le cas de cette affaire du médecin, où on lui reproche en 2001 de ne pas avoir informé sur les effets secondaires graves, même si c'est exceptionnel, alors qu'en 1974, quand il a soigné sa patiente, enfin, a fait accoucher sa patiente, on ne lui demandait que d'évoquer les effets secondaires fréquents. Donc on lui applique un revirement de jurisprudence à des faits passés. Ce qui est totalement injuste, ce qui est totalement source d'insécurité juridique. Et c'est là le vrai problème de la jurisprudence. Cette insécurité du fait qu'elle n'ait pas de droit transitoire. Mais là aussi, les choses s'améliorent. D'abord, les revirements sont assez rares. Il faut quand même le dire. Il y a beaucoup moins d'instabilité jurisprudentielle que d'instabilité législative. Les revirements sont assez rares. Mais surtout, la jurisprudence, désormais, accepte ce qu'on appelle les revirements pour l'avenir, les revirements prospectifs. Elle accepte de moduler dans le temps les effets de son revirement. Elle a mis en place un droit transitoire prétorien. Alors c'est d'abord sous l'influence du rapport Molfessi, du 30 novembre 2004, qui avait préconisé justement ces revirements pour l'avenir. Et la Cour de cassation, elle a accepté. Alors d'abord, en retenant un critère assez strict, Assemblée plénière 21 décembre 2006, le seul cas où elle acceptait que son revirement ne soit pas rétroactif, c'est si ce revirement risque de priver le justiciable de son droit d'accès au juge, parce que dans ce cas, c'est contraire au droit au procès équitable protégé par l'article 6. Donc c'est seulement dans l'hypothèse où le revirement rétroactif prive le justiciable de son droit d'accès au juge. Donc c'est quand il y a des changements sur les conditions de recevabilité, ce qui est assez restrictif, trop restrictif. On s'est dit, mais ça ne suffit pas, il faut un vrai droit transitoire prétorien. Et finalement, la Cour de cassation, eh bien, elle semble faire comme la Cour suprême américaine, c'est-à-dire un contrôle de proportionnalité, une balance des intérêts. Souvenez-vous, cet arrêt CIF première 21 septembre 2022 sur la délégation d'autorité parentale et l'adoption, où elle dit, voilà, le revirement n'était pas vraiment prévisible, enfin, la nouvelle règle n'était pas prévisible, les parents ont agi de bonne foi en se conformant à la jurisprudence de la Cour d'appel de Papeete. En outre, ça aurait des conséquences dramatiques sur l'enfant. Donc, je prends cette décision nouvelle, mais je ne l'applique pas rétroactivement. Et ici, c'est pas une privation d'accès au juge, elle tient compte des avantages et des inconvénients de la rétroactivité. La rétroactivité aurait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Elle ne l'applique pas. Et puis, vous aviez un arrêt de la Chambre commerciale du 15 mars 2023, alors qui restait quand même attaché à ce critère d'accès au juge, mais qui, vous savez, c'était pour un revirement de jurisprudence sur, cette fois-ci, la question de la promesse unilatérale de vente, la rétractation de la promesse. Elle dit, voilà, le revirement n'était pas si imprévisible que ça. La doctrine antérieure critiquait, et puis une réforme était entrée en vigueur, donc le revirement n'était pas si imprévisible. Et les conséquences, elles sont pas si terribles. On ne fait que le condamner à vendre comme il l'avait promis. Et puis en outre, avant, il y avait déjà des sanctions. On n'est pas passé de 0 sanction à une grosse sanction. Donc elle fait référence quand même, le revirement n'est pas imprévisible, il n'est pas privé de son droit d'accès au juge, les conséquences ne sont pas trop excessives. On sent qu'elle fait une approche plus in concreto. En fait, on sent que la Cour de cassation veut faire un effort pour assurer la sécurité juridique. Pourquoi? Parce que c'est son principal reproche. Et donc, on va dans le bon sens. Plus de sécurité. Ce qui permet vraiment à la Cour de cassation, à la jurisprudence, de devenir une bonne source de droit, fiable, sûre, et pas précaire. Donc il y a ce droit transitoire prétorien qui se met en place et qui va dans le bon sens. Qui confirme que la jurisprudence est une bonne source de droit. Maintenant qu'on a vu que la jurisprudence était une source de droit, il faut s'intéresser au rapport entre la loi et la jurisprudence, parce qu'avant, la loi, elle était toute seule. Et maintenant, du coup, il y a la jurisprudence qui, du coup, crée du droit. Quels sont leurs rapports? Alors, on a d'abord, évidemment, de très bons rapports. Des rapports de complémentarité. Des rapports de collaboration. Non, le juge n'est pas juste soumis, il n'est pas l'esclave de la loi. Il est son collaborateur. Souvenez-vous de Portalis, hein?
Il faut qu'il y en ait une. Il y a une science pour le magistrat, il y a une science pour le législateur. C'est grâce à la jurisprudence que la loi peut remplir son office, à savoir fixer par de grandes vues les maximes générales du droit. C'est parce qu'il y a la jurisprudence que la loi peut ne pas tout prévoir, ne pas rentrer dans le détail, parce qu'elle sait qu'elle sera complétée, comblée. Donc, c'est parce qu'il y a en tout cas c'est dans la tête de Portalis, cette collaboration entre le juge et la loi que la loi peut remplir sa vraie mission, fixer les règles générales. Alors, en quoi ça manifeste cette complémentarité, cette collaboration? Par d'abord le fait que le juge applique la loi. Le juge est d'abord et avant tout, il ne faut quand même pas l'oublier, la bouche de la loi. Au quotidien, 90% des arrêts que rend la Cour de cassation ou que rendent les juges sont des arrêts de principe, des arrêts d'espèce, c'est-à-dire des arrêts qui se contentent d'appliquer la loi, de sanctionner ceux qui ne la respectent pas. Évidemment que de ce point de vue-là, le juge est le collaborateur de la loi. À quoi servirait la loi, et surtout son caractère général, s'il n'y avait pas son caractère obligatoire, s'il n'y avait pas le juge? N'oubliez pas, on l'a dit, la règle de droit, elle doit être obligatoire. Obligatoire, ça veut dire qu'elle ordonne, et ce caractère obligatoire se traduit par une sanction prononcée par un juge. Sans juge, pas de caractère obligatoire. Sans caractère obligatoire, pas de règle de droit. Donc la loi a besoin du juge au quotidien. Collaboration. Ensuite, le juge interprète la loi. On l'a dit, il n'y a plus de référé législatif. Il y a peu de lois interprétatives. Ça arrive parfois que le législateur interprète sa propre loi, mais c'est relativement rare. Et en plus, c'est rétroactif, donc c'est pas forcément idéal. Bon, donc, pour que le législateur puisse, comme Portalis le dit, adopter des lois générales, des concepts comme les bonnes mœurs, des concepts comme le mot faute, des concepts comme le mot chose, des concepts généraux et abstraits comme le mot vie privée, on a besoin d'un juge qui interprète. Donc on a besoin de cette collaboration. Sans la collaboration du juge, sans l'interprétation du juge, le législateur serait obligé d'entrer dans le détail et donc ne se concentrerait pas sur sa mission. Donc le juge et son pouvoir interprétatif permettent justement au législateur de bien faire son travail. Le juge fait aussi évoluer la loi par son pouvoir interprétatif et créateur. Portalis le dit. La loi, une fois qu'elle est écrite, elle ne change pas. Enfin, il faut essayer qu'elle ne change pas. C'est son but, que la loi reste stable. Mais les hommes ne s'arrêtent jamais. La société ne s'arrête pas. Les mœurs évoluent. Et donc, il ne faut pas que la loi reste figée. Le but de Portalis, c'est que la loi ne soit pas modifiée. Qu'elle garde cette stabilité, cette constance. Pour autant, il faut qu'elle s'adapte aux besoins. Ça, c'est grâce au juge. C'est parce que le juge, justement, a développé ce pouvoir interprétatif qu'il a fait évoluer la loi, typiquement l'arrêt Teufen ou l'arrêt Jondeur. En 1804, les seules choses dangereuses, c'était les animaux et les bâtiments en ruine. Très bien. En 1896, après la révolution industrielle, on se retrouve avec des machines qui explosent, des machines à vapeur, des chaudières. Il y a de nouvelles choses dangereuses. On a besoin de faire évoluer la loi. C'est le juge. On n'a pas touché à l'article 1242 alinéa 1. Mais grâce au pouvoir interprétatif du juge, la loi peut garder sa stabilité, sa constance, être connue de tous, mais avoir un nouveau sens. Le juge fait évoluer la loi, en ce sens, il collabore avec la loi puisqu'il l'adapte aux nouveaux besoins. C'est la même chose avec Clément Bayard. En 1804, on était dans cette vision très individualiste et très libérale du droit de propriété. On sort de la Révolution qui affirme le droit de propriété. Le propriétaire fait ce qu'il veut chez lui. Oui, mais à la fin du 19e siècle, on est revenu un peu sur cette vision. On s'est dit, il y a les propriétaires et puis il y a les tiers. Eh bien, on n'a pas touché à la loi. C'est le juge, par son pouvoir interprétatif, qui fait évoluer. La société a évolué. Le juge fait évoluer les mentalités en créant l'abus de droit. Et l'arrêt Galopin, c'est pareil. Assemblée plénière, 29 octobre 2004, le juge interprète la notion de bonne mœurs en la faisant évoluer au gré des évolutions sociales. La loi n'a pas eu à intervenir. Vous voyez bien que le juge complète la loi. Il évite à la loi d'intervenir trop systématiquement. Il offre à la loi une garantie de permanence par son pouvoir interprétatif et d'évolution. Et enfin, évidemment, le juge complète la loi en cas de vide. Si la loi est insuffisante, pour éviter au législateur d'avoir à intervenir systématiquement, le juge complète. Il n'y a pas de loi, je complète. Par exemple, arrêt d'assemblée plénière, 31 mai 91, il n'y avait rien sur les mères porteuses. Le juge a dit non aux mères porteuses.
Assemblée plénière, 11 décembre 92. Il n'y avait rien sur le changement de sexe, on venait de se faire condamner. Le juge intervient. Il comble les lacunes. Bref, au quotidien, dans l'immense majorité des cas, les relations entre le juge et la loi sont de bonnes relations. C'est-à-dire que le juge met la loi en application, mais il fait bien plus que ça. Il n'est pas juste le serviteur. Bien sûr, il est au service de la loi quand il l'applique, mais il n'est pas et quand il l'interprète, mais il n'est pas que ça. Il permet en fait au législateur de bien faire son travail, de se consacrer aux maximes générales du droit et de ne pas entrer dans le détail. C'est comme ça que Portalis a conçu la relation entre le juge et la loi, une relation de collaboration, une relation de complémentarité, et pas simplement une relation de servilité. Toi, juge, tu es au service de la loi, et puis c'est tout. Collaborateur. Maintenant, il y a parfois des conflits, comme dans toute relation. Il y a parfois des relations conflictuelles entre le juge et la loi. Et normalement, ça se traduit par une victoire de la loi. Il y a une primauté, évidemment, de la loi. C'est là qu'on retrouve la supériorité de la loi sur le juge. Parce que si la loi n'aime pas une jurisprudence, c'est très facile pour elle d'intervenir et de briser cette jurisprudence. Il suffit d'une loi pour briser une jurisprudence. L'exemple le plus marquant, c'est l'affaire Perruche. Assemblée plénière, 17 novembre 2000. Je ne sais pas s'il vous en a parlé. Avant, il en parlait longuement en cours, mais là, je ne l'ai pas vu dans votre cours. Mais je vous raconte quand même. Assemblée plénière, 17 novembre 2000, affaire Perruche. Dans cette affaire, vous avez une femme qui est enceinte. Et elle a un enfant déjà. Et cet enfant petit a la rubéole. Et la femme se dit, si j'ai la rubéole enceinte, c'est très dangereux pour le fœtus, très très dangereux. Donc elle prévient son médecin, elle dit, je ne sais pas si j'ai déjà eu la rubéole. Si je l'ai déjà eu, je ne l'aurai pas. Mais si je ne l'ai pas eu, j'avorte. Et donc elle fait faire un test pour savoir si elle est immunisée contre la rubéole. Elle arrive, les tests arrivent, et il y a une erreur de diagnostic du laboratoire et du médecin qui lui dit, c'est bon, les tests sont concluants, vous avez développé des anticorps. Vous avez donc déjà eu la rubéole, vous ne risquez rien. Sauf que c'est une mauvaise interprétation. En fait, ce n'est pas qu'elle avait des anticorps anciens, elle avait des anticorps actuels. Son corps était en train de lutter contre la rubéole qu'elle venait de contracter. Mais ça ne se voit pas. En revanche, à la naissance, elle donne naissance à un enfant très très lourdement handicapé, qui aura besoin toute sa vie d'une assistance. Et l'enfant assigne le médecin de sa mère en responsabilité, en lui disant « Tu t'es trompé dans ton diagnostic à cause de toi. Ma mère n'a pas pu avorter et je suis née avec ce handicap. » La cour d'appel dit « Mais non, le médecin a commis une erreur, bien sûr, une erreur de diagnostic. Mais c'est pas le médecin qui a provoqué le handicap. Votre handicap, c'est la rubéole. Le médecin, la seule chose qu'il a causée, c'est votre vie. Vous allez quand même pas vous plaindre d'être né. Si le médecin n'avait pas commis de faute, vous seriez pas là. Mais la naissance n'est pas un préjudice. Votre préjudice, c'est votre handicap, et votre handicap est causé par la rubéole. Ce n'est pas le médecin qui a causé votre handicap. » Et la Cour de cassation, assemblée plénière, casse l'arrêt d'appel et condamne le médecin. Elle condamne le médecin. Donc deux choses. Soit elle condamne le médecin parce que le médecin, elle estime qu'il a provoqué le handicap, mais ça c'est faux, ce n'est pas le médecin qui a provoqué le handicap, c'est la rubéole. Soit, et c'est ça l'interprétation, c'est qu'elle considère que naître est un préjudice. Que le médecin effectivement a causé la naissance de l'enfant et qu'il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas. Et alors là, vous imaginez les associations qui défendent les enfants handicapés, ce que ça révèle. La Cour de cassation, c'est-à-dire que la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire qui dit « Arrêtez de vous battre les gars, hein. On sait tous que naître handicapé, ça vaut pas le coup, hein. Il aurait mieux valu mourir. » Eux qui se battent au quotidien pour essayer d'inclure les personnes handicapées, on leur dit que la naissance handicapée est un préjudice. Elles vont toquer à la porte du législateur en disant « Faites quelque chose. Vous pouvez pas laisser cette jurisprudence. » Et puis il n'y a pas que les associations, il y a aussi les médecins. Les médecins... leurs primes d'assurance se sont mises à grimper. On leur a dit « Ah bon, mais alors chaque fois que vous ne diagnostiquerez pas une maladie, on dira que vous êtes responsable de la maladie et c'est nous, vos assureurs, qui allions payer. Ah bah, vos primes d'assurance, elles vont monter. Chaque fois qu'un médecin ne voit pas une malformation, on lui dira « C'est ta faute s'il y a une malformation. » Bah non, c'est pas de ma faute. Elle était là avant. Donc les médecins et les assureurs sont allés taper à la porte du législateur en disant « Faut faire quelque chose. » Et donc le législateur est intervenu. Loi du 4 mars 2002. Il a brisé cette jurisprudence. L'article prévoit qu'on ne peut pas se plaindre de sa naissance.
Et si le médecin n'a pas diagnostiqué une maladie ou une malformation, et que ce n'est pas lui qui l'a provoqué, il n'en est pas responsable. Voilà, donc une loi qui vient briser une jurisprudence. C'est la loi qui gagne. Conflit, victoire de la loi. C'est comme ça que ça doit être. Parce que quand même si la jurisprudence peut se développer, c'est toujours sous couvert de la loi. Si un jour la loi... En fait, c'est une tolérance. La loi laisse la jurisprudence se développer, mais le jour où elle ne l'aime pas, elle la brise. Supériorité de la loi quand même dans ce conflit. Maintenant, c'est pas toujours si simple. Parfois, c'est la jurisprudence qui va avoir le dernier mot en cas de conflit. La jurisprudence, elle est en première ligne pour appliquer la loi. Et elle voit les problèmes de la loi. Et parfois, elle va demander un changement de loi. Alors, il y a deux manières. Il y a la manière douce avec le rapport annuel. C'est-à-dire que chaque année, la Cour de cassation rédige son rapport annuel, c'est-à-dire elle fait l'état des grands arrêts qu'elle a rendus, et puis elle note les difficultés en disant voilà, on a eu du mal avec cette loi qui n'est pas très bien rédigée, peut-être qu'il faudrait la rédiger de telle manière. Elle fait des propositions pour améliorer le droit. En disant mais nous, juges, on est en première ligne, on voit bien les problèmes de la loi, peut-être qu'il faudrait réécrire. C'est une façon gentille d'informer le législateur sur les problèmes de sa loi et de l'inciter à réformer. Et souvent, il réforme. Il tient compte de ça. Donc là, c'est la jurisprudence qui provoque, avec douceur, avec tact, le changement d'une loi. Donc là, c'est la jurisprudence qui gagne. Et puis parfois, il y a des méthodes un petit peu plus brutales, où la Cour de cassation applique de manière très zélée un texte, pour montrer au législateur son absurdité. C'est par exemple l'arrêt Desmar, que vous étudierez l'année prochaine, CIF 2e, 21 juillet 1982. En fait, c'était un accident de voiture, une voiture avait renversé des piétons, et la Cour de cassation a adopté une solution très très sévère pour l'automobiliste, parce qu'elle voulait que le législateur crée une loi. Il y avait de plus en plus d'accidents de la route, et donc elle a appliqué la jurisprudence de manière très très sévère, en disant « je vais lui taper tellement fort dessus que ça va faire réagir le législateur ». Là, c'est la provocation par zèle. Je vais appliquer la loi de manière tellement zélée que le législateur se rendra compte que sa loi ne va pas. Et ça a permis au législateur d'intervenir et de créer la loi du 5 juillet 85. Donc la victoire de la jurisprudence, mais pas par la douceur. En appliquant la loi, tu veux que j'applique la loi, je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer de manière tellement zélée que tu vas te rendre compte qu'elle est ridicule. Bon. Donc là, c'est une manière pour le juge de provoquer les réformes. Et parfois, ça marche. Donc parfois, c'est le juge qui n'aime pas une loi et qui provoque son changement. Donc, vous voyez, c'est pas toujours la loi qui gagne. Et puis parfois, le juge peut refuser clairement d'appliquer une loi. Au nom du contrôle de conventionnalité. Chambre mixte 24 mai 75, Jacques Vabre. On a un juge, on a une loi. Le juge est censé être la bouche de la loi. Le juge n'applique pas la loi. Parce que le juge n'est pas que le serviteur de la loi, en fait. Il est le serviteur de toutes les normes, et notamment de la hiérarchie des normes. Mais dans les rapports entre le juge et la loi, on n'a plus ce rapport de soumission totale, puisque parfois le juge peut refuser d'appliquer la loi, parce qu'elle est contraire à un traité, ou parce que, dans ce cas, elle serait particulièrement excessive. Ça, c'est le contrôle de proportionnalité. CIF première, 4 décembre 2013. Là, la loi n'est pas contraire à un traité, en général, mais dans ce cas particulier, le juge la trouve excessive. Donc, il peut arriver que le juge refuse de l'appliquer. Donc, vous voyez que dans les conflits entre une loi et une jurisprudence, si normalement c'est la loi qui gagne, ce n'est pas toujours le cas. On est dans des relations qui, aujourd'hui, entre la loi et le juge, sont plus complexes qu'elles ne l'étaient, évidemment, sous la Révolution, où là, c'est le juge n'est que la bouche qui prononce les paroles de la loi. Voilà pour cette fiche sur la jurisprudence qui, je pense, reprend quand même un peu tous les aspects. D'accord ? Alors, n'hésitez pas à compléter avec ce qu'a pu vous dire votre chargé de TD ou autre, mais là, je pense que vous avez quand même largement de quoi traiter n'importe quel sujet sur la jurisprudence. Alors, encore une fois, je le répète, je n'ai pas développé la question de la rétroactivité de la jurisprudence parce que nous le ferons ensemble, c'est quelque chose de technique et du coup je veux que nous le fassions ensemble et que tout de suite après nous apprenions à faire un commentaire d'arrêt pour que ce soit immédiatement appliqué et efficace. Voilà pour cette première vidéo.